Merci Patrick de ces rappels et de cette mise en perspective à la fois historique et conceptuelle qui nous permet effectivement tous de partir sur les mêmes bases pour cette journée et effectivement d'entendre les élus qui ont eu l'amabilité et la gentillesse de nous répondre sur les questions qui se posent au sein de leur parti et de leur formation, de leur mouvement en matière de laïcité. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Guillaume Chiche, député de La République En Marche de la première circonscription des Deux-Sèvres, qui vient du PS, je crois, la plupart des députés de La République En Marche venant déjà d'un parti ou d'un autre, pour ceux qui viennent du monde politique. J'ai eu le plaisir et l'occasion de rencontrer Guillaume Chiche lorsque j'ai été auditionné au nom du CLR par la commission de révision des lois de bioéthique de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle j'avais proposé quelques outils laïques pour manipuler ces concepts, beaucoup plus évidemment que tout élément d'ordre médical et juridique que j'aurais bien été incapable d'apporter. Et je crois que nous avions à ce moment-là sympathisé autour de cette réflexion. Vous avez la parole, cher monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président d'honneur du Comité Laïcité République, Monsieur Kessen, Monsieur le Président Sakoun, Mesdames, Messieurs. C'est avec grand plaisir que j'interviens parmi vous pour ce colloque sur la laïcité, 113 ans après la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et je vous en remercie particulièrement, Monsieur le Président. Vous m'avez proposé d'intervenir ce matin sur le thème de la laïcité au sein de La République En Marche. Et je ne vais pas vous cacher le fait que c'est un exercice singulier. Vous le savez, La République En Marche est un jeune mouvement politique. Comme toute jeune formation politique, son sens, son corpus idéologique, voire sa doctrine, n'est pas fini, n'est pas arrêté, figé. Dans une certaine mesure, cela caractérise une force. Cela nous oblige. Cette obligation, c'est celle de travailler à la constitution d'une orientation politique matricée par des valeurs qui restent à définir, à affiner et à enrichir. Si l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et de la majorité parlementaire s'est appuyée sur une méthode, des valeurs, un narratif et un projet, nous sommes encore loin d'avoir constitué un outil politique, La République En Marche, abouti et susceptible aujourd'hui de dépasser l'exercice de nos responsabilités. Alors me direz-vous, en quoi cela est une force ? Parce que nous ne pouvons pas tricher vis-à-vis de nous-mêmes, face à la tâche à accomplir. La réflexion, elle est à mener. Les chantiers, ils sont ouverts et nous avons une injonction de travail. Il s'agit d'une force car j'ai la conviction absolue qu'une formation politique, quelle qu'elle soit, finit par s'effondrer lorsqu'elle s'arrête de travailler au fond. De la même manière que je suis persuadé que les valeurs fondamentales de notre société, comme la laïcité, s'érodent et s'abîment lorsque l'on cesse de les interroger, d'en faire des boussoles pour notre société. C'est en ce sens que je suis particulièrement honoré de participer à ce colloque et d'y apporter une modeste contribution. Vous l'aurez compris, je vais vous parler de la laïcité comme thème dynamique au sein de La République En Marche et non comme une ligne arrêtée, figée au sein de notre mouvement. La République En Marche se compose de volontés qui, partant de la conquête du pouvoir, à l'exercice des responsabilités que nous avons aujourd'hui, poursuivent un objectif d'utilité pour nos concitoyens. Ce que nous avons parfois appelé une exigence d'efficacité. Jusqu'à présent, l'incarnation de cette efficacité, c'est le dynamisme avec lequel nous avons légiféré, exécuté notre programme, vulgairement tenu des promesses, tenu des engagements.
C'est pour ainsi dire le dénominateur commun des marcheuses et des marcheurs. Notre formation politique se compose de sensibilités qui sont diverses, où cohabitent différentes perceptions sur nombre de sujets et, j'en suis convaincu, particulièrement sur la laïcité. Pour vous illustrer pleinement mon propos, être le plus concret possible dans mon intervention, je vais prendre quelques exemples intervenus lors de nos travaux parlementaires. Tout d'abord, celui intervenu lors de l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, dite la loi ESSOC, qui en son article 38 proposait de retirer les organisations cultuelles de la liste des représentants d'intérêt telle que définie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est une disposition qui n'était pas partagée par l'ensemble du groupe parlementaire La République En Marche. C'est une disposition à laquelle je me suis personnellement opposé en co-signant un amendement de suppression du dit article. Parce que la question qui était posée au fond était laquelle ? C'était celle de savoir ce que l'on qualifiait de représentants d'intérêt. Et en l'occurrence, nous pouvons nous référer à la loi Sapin II qui dispose qu'il s'agit de toute personne, morale ou physique, ayant pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication avec un membre du gouvernement ou un parlementaire. Beaucoup d'organisations le font pour défendre leurs intérêts et répondent parfaitement à la définition des représentants d'intérêt écrite dans la loi. À titre d'exemple, nous pouvons citer des associations comme Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme, la Ligue française de protection des oiseaux, et j'en passe. Ces associations se plient aux obligations de transparence propres aux activités qu'elles entreprennent. Ce n'est pas les stigmatiser que de les obliger à s'enregistrer sur un registre auprès de la Haute Autorité de la vie publique. Je crois même que cela les protège de toute suspicion, de tout doute quant à leur action. Et d'ailleurs, jusqu'alors, les entités faisant exception à ces dispositions étaient les élus dans l'exercice de leur mandat. On imagine bien la raison pour laquelle on ne les qualifiait pas de représentants d'intérêt en étant soumis à ces obligations, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales au titre des partenaires sociaux et les associations cultuelles uniquement dans leur relation avec leur tutelle, à savoir le ministre de l'Intérieur. Mais au-delà, je garde cette conviction, chevillée au corps, que les organisations cultuelles défendent non pas seulement des valeurs, mais bien des intérêts, dans le but d'influer sur l'organisation de notre société lorsqu'il ne s'agit pas de défendre des intérêts économiques qui leur sont propres. Pourquoi économiques ? Parce que dans ce même projet de loi, des organisations cultuelles ont entrepris des actions d'influence auprès des parlementaires pour pouvoir autoriser le don d'argent à leurs organisations par voie de SMS. D'ailleurs, le Parlement européen, il ne s'y trompe pas, en ayant créé dans son registre européen du lobbying une catégorie dite organisation représentant des églises et des communautés religieuses, sans que cela ne pose aucune difficulté. Les organisations cultuelles, ce ne sont pas des partenaires dans l'exercice du pouvoir républicain. Ce sont des acteurs en propre, avec leurs valeurs et leurs intérêts, qui peuvent être écoutés, compris, dans une certaine mesure parfois partagés, mais sans avoir à aucun moment une quelconque légitimité pour organiser la vie des Françaises et des Français dans notre République, raison pour laquelle leur action d'influence doit être encadrée. Sur ce sujet, je vous le disais, il y a une divergence au sein de La République En Marche. Elle n'est pas fatale, mais elle est bien caractéristique de l'absence d'exclusive
concernant la laïcité et donc la nécessité de se forger une orientation commune. Ce commun, il préexiste au sein de notre mouvement. Comme l'a expliqué le président de la République, Emmanuel Macron, penser la laïcité au sein de la République en marche, c'est la penser, non comme une lutte contre une religion, mais comme une loi de liberté. Et cette notion de liberté est ici fondamentale. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, à condition que, quelle que soit sa religion ou sa conviction philosophique, elle s'inscrive pleinement dans la République. À la manière de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans le texte, dans l'intérêt de l'ordre public. Cette liberté absolue de conscience, garantie par la République, en est un fondement essentiel, mais également un fondement essentiel de la paix sociale. Il ne s'agit pas de reconnaître des communautés diverses et éparses, mais bien de reconnaître une communauté nationale, pour reprendre les mots de Jean-Louis Bianco, de faire nation, de créer un commun, un socle de vivre ensemble et de partage, quelles que soient les convictions intimes de chacun. Ce commun est gage de la possible émancipation de chacun, et j'ai la conviction que nous devons le défendre. Le faire vivre jour après jour face à la tentation obscurantiste des extrêmes de droite et de gauche qui cherchent à dresser les membres de la communauté nationale les uns contre les autres, à caractériser des membres de la population par une singularité pour mieux les différencier dans l'espace public et surtout les exclure de la communauté nationale. De la même manière, si la laïcité n'est pas l'anti-religion, sa portée et son caractère ne peuvent tolérer qu'en quelque endroit de notre espace public, des cultes se posent comme supplétifs de l'État. La laïcité, comme instrument d'un commun, émancipateur et égalitaire, place en son centre le savoir, la connaissance et la science. Je crois que c'est un fondement et non une évidence. Pour illustrer mon propos, je souhaite aborder avec vous un sujet qui fait actuellement l'objet de débats. Celui de l'extension d'une pratique médicale, la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, que celles-ci soient en couple lesbien, célibataire ou homme transgenre. Je suis un fervent défenseur de l'extension d'accès à cette pratique médicale au motif que la PMA constitue une pratique médicale qui est éprouvée depuis plus de 30 ans, avec chaque année en moyenne 25 000 enfants nés grâce à cette pratique, mais dont l'accès est encore discriminé en fonction de l'orientation sexuelle. Si vous êtes une femme lesbienne, vous n'y avez pas accès, ou en fonction d'un statut matrimonial s'agissant des femmes célibataires. Afin d'éclairer la représentation nationale sur cette pratique et son éventuelle extension, vous le disiez, Président Sakoun, l'Assemblée a décidé d'intégrer ce sujet à la révision des lois de bioéthique pour laquelle une mission d'information parlementaire a été ouverte et à laquelle vous avez bien voulu contribuer, et je vous en remercie une nouvelle fois. S'agissant de cette mission d'information, je veux ici vous soumettre une réserve concernant la démarche, étant entendu que la PMA, la question de l'extension de l'accès à cette pratique médicale, est selon moi une question de justice et d'égalité. Et elle ne me semble pas interroger la bioéthique en tant que telle, mais simplement, comme je l'ai déjà dit précédemment, comme la suppression d'une discrimination. Nombre d'acteurs, d'experts, d'associations et plus largement de personnes directement concernées par la bioéthique ont été consultés et ont pu mettre en avant des expertises scientifiques. C'est un exercice absolument fondamental qui repose en grande partie sur notre capacité à soutenir la recherche comme moyen d'accès aux connaissances,
clé de voûte contre l'obscurantisme qui ne peut se développer sans liberté de conscience. Au cours de ces travaux, j'ai pu constater, au travers de nombreuses interventions de collègues parlementaires, leur capacité à nier des faits établis scientifiquement. Et vous le savez certainement, les opposants à l'extension de cette pratique médicale se dressent contre ce qu'ils appellent la PMA sans père au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, en arguant de l'absolue nécessité de l'autorité paternelle dans sa construction, dans son émancipation. Et c'est en dépit de nombreux témoignages, mais surtout de solides études scientifiques faisant la démonstration qu'aucun enfant ne souffrait d'écueils particuliers en ayant été élevé au sein de familles monoparentales ou au sein de familles homoparentales, qu'ils se sont arc-boutés sur des intimes croyances érigées au rang de conviction pour écarter d'un revers de main des travaux éprouvés scientifiquement, suivant une démarche scientifique sans se saisir à aucun moment d'un argument scientifique pour contrer ces travaux. Je pense qu'à l'image de la société, les membres de la représentation nationale, et y compris les membres de la République en marche, peuvent commettre cette erreur. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes propos liminaires, je rappelais la nécessité d'alimenter constamment, au fil du temps, ce fondamental qu'est la laïcité. Je crois qu'à la manière de la justice, qui est représentée les yeux bandés, il est essentiel, dans l'exercice de production des lois, de rester aveugle aux préceptes cultuels qui, d'aucune manière, ne peuvent s'ériger au rang d'acteurs politiques dans notre pays. Les cultes n'ont pas vocation à organiser la vie des Françaises et des Français, outre que dans leurs pratiques culturelles et dans le respect de l'ordre public. Je suis absolument convaincu que la laïcité est la pierre angulaire de nombreuses dynamiques progressistes, au premier rang desquelles la connaissance, la recherche du savoir, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation. C'est à ce titre que je souhaite mentionner le féminisme, à mon sens consécutive directe de la laïcité dans sa dimension émancipatrice, qui fait face à d'innombrables attaques véhiculées et entretenues par les cultes. Je crois qu'il peut n'y avoir de féminisme sans laïcité, et c'est une des raisons pour laquelle je la défends ardemment. Emmanuel Macron, alors candidat lors de la campagne présidentielle, disait « C'est pourquoi je n'accepte pas qu'un homme, au titre de sa religion, puisse refuser de serrer la main d'une femme. C'est pour la même raison que je n'accepte pas que des regards d'hommes puissent interdire à une femme de venir s'installer à une terrasse ou dans un café. Parce que chaque fois qu'on laisse faire, on abandonne un bout de notre liberté. » Comme il le disait, le combat pour la laïcité est une conquête intellectuelle et politique qu'il ne faut pas cesser parce qu'il en va de la liberté de toutes et tous. J'ai déjà été un petit peu long, Monsieur le Président. Je voudrais conclure mon propos en partageant avec vous une expérience récente. Ces derniers jours, jeudi dernier, j'étais en déplacement diplomatique en Israël et en territoire sous autorité palestinienne, et je me suis rendu au Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah. À l'entrée du mémorial, il y avait un arbre planté pour le pasteur français André Trocmé, juste parmi les nations, qui disait « Juif, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais que des hommes. » Eh bien, je crois que l'enjeu de la laïcité dans la République en marche, ou plutôt dans la République tout court, c'est l'exclusivité accordée à l'humanisme, au savoir et à l'émancipation. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député, de votre intervention et de cette transparence et de cette honnêteté que vous avez eue pour nous parler effectivement d'un mouvement, d'un parti en construction dans lequel un certain nombre d'éléments de réflexion ne sont pas encore complètement constitués, et de nous faire part de votre propre point de vue sur la question laïque. Et nous allons passer aux questions, puisque je vois qu'il y en a déjà plusieurs plusieurs mains qui se lèvent. On va commencer par notre ami vice-président du comité laïcité République, Guylain Chevrier. Tu te mets au micro. Ensuite, nous avons Michel. Oui. Ouais, on m'entend trop bien. Bonjour, monsieur Chiche. Alors, je vais aborder une question que vous n'avez pas évoquée, mais qui a été abordée, bien sûr, par notre ami Patrick Kessel. C'est celle de l'amendement de la loi du 9 décembre 1905. Donc, cette loi si importante pour nous, on regarde ce qu'elle représente au cœur des institutions de notre République, qui est un véritable donc, enjeu de société. Alors, tout d'abord, je ne veux pas développer ce qu'a déjà développé Patrick, mais il est vrai que tout le monde constate, et donc aujourd'hui, à travers cet ouvrage qui a été publié par 2 journalistes du Monde, on a authentifié le fait qu'il y avait bien une islamisation d'un certain nombre de quartiers, ce qui n'est pas une nouveauté, mais là, pour le coup, un certain nombre d'éléments ont été rendus en quelque sorte objectifs, comme ça a été dit. Et donc, par différents d'ailleurs biais, ne serait-ce que l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait lui-même souligné qu'on risquait de passer d'une vie côte à côte dans les quartiers à une vie face à face. La note des renseignements généraux, donc récente, de l'éducation, sur ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, avec des petits garçons qui refusent de donner la main à des petites filles, ou qui, du fait de vouloir manger sans porc, voire halal, on organise une ségrégation spatiale dans les cantines, ce qui est quand même extrêmement grave. Donc on a un certain nombre de faits qui deviennent véritablement objectifs. Moi-même, je suis membre du conseil d'administration de la CAF 94, et donc j'ai une délégation pour aller dans les centres sociaux, et on peut dire que là, la catastrophe est totale. J'étais à Champigny, dans un quartier donc prioritaire à représenter donc la CAF 94. Il n'y avait pas un élu pour parler de la République, alors que tous les partenaires de la CAF étaient présents avec donc une journée consacrée donc à la réussite éducative. On peut voir l'état donc des choses aujourd'hui. Alors, faut-il, au regard de cette montée de l'islamisme, amender la loi de 1905 ? C'est-à-dire, avec la qualification d'association cultuelle, telle que ça a été proposé, rendre publics les comptes qui sont ceux des mosquées, ou encore favoriser la gestion d'immeubles, ce qui constituerait finalement pour les églises le moyen d'avoir un financement économique qui leur permettrait de reprendre un pouvoir économique sur la société. Il faut quand même tout de même pas l'oublier, alors qu'il existe déjà des dispositions. C'est un tiers de la loi qui est quand même concerné dans cette affaire. Et donc, d'abord, cette loi qui est une loi de liberté, est-ce qu'elle doit devenir une loi de contrôle ? Parce que ça, c'est la première question qui est posée. Mais je dirais que la plus grave, de mon point de vue, qui enseigne le droit à l'université Paris 13, le fait est que c'est la question de l'organisation politique de l'État à laquelle touche la laïcité. Ce n'est pas une loi ordinaire. Cette loi a été adoptée comme ordinaire dans le cadre des institutions de la Troisième République parce que ces institutions ne permettaient pas de l'adopter autrement. Mais cette loi est devenue, à l'article 1er de notre Constitution, le fait que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Autrement dit, c'est une loi de valeur constitutionnelle. On ne saurait, de mon point de vue, y toucher par donc un processus ordinaire. Ce qui veut dire qu'il faut renvoyer à un vrai débat de société, si véritablement il est question de toucher à cela. Alors l'inquiétude qui quand même monte, c'est effectivement le fait qu'on a l'impression quand même du coup par coup, on est en train d'aménager, et n'oublions pas que si on fait une loi de contrôle, ce sera dans un double sens, parce que si on veut contrôler les cultes auront une influence aussi sur l'État. Donc regardons bien le risque finalement de jouer avec le feu, cette réponse au coup par coup qui casse une certaine cohérence, parce que notre République, cette cohérence, je ne veux pas faire ici un cours de droit, mais tout de même, qui est souverain ? C'est le peuple. Rendre une part de souveraineté aux églises par l'entremise de cette modification, c'est tout simplement ce qui serait fait. C'est extrêmement grave. Donc, voir bien les conséquences d'y toucher, et aujourd'hui, ce que cela a créé, même les responsables religieux s'interrogent sur cette question, qu'ils soient d'ailleurs musulmans
qui ont peur d'une nouvelle forme de stigmatisation, et effectivement, pour les autres églises, s'interrogent de rouvrir la guerre sur cette question. Et donc, moi, je vous interpelle pour que vous nous disiez aujourd'hui où l'on en est des interrogations autour de cette loi. Ça a fait la une la semaine dernière du journal Le Monde, pas plus ni moins. Et il est vrai que pour les laïcs, et c'est pour moi une évidence, c'est ouvrir encore un peu plus une brèche de confusion entre de ce choix de société qui est celui de savoir si on veut une république laïque ou une république ethnique. Merci. Merci pour votre question, Monsieur Chevrier. Je vais être tout à fait sincère. Je ne vais pas vous dévoiler d'exclusivité parce que je n'en ai pas. Concernant la volonté de l'exécutif gouvernemental, effectivement, de proposer au Parlement une modification de la loi de 1905 ou non. Et donc, je vais vous répondre à la lumière des éléments qui sont à ma disposition. L'enjeu que je comprends est celui de réaffirmer le principe de laïcité face à un certain nombre de défis, assurer en toutes circonstances le respect de l'ordre public et lutter contre les discours haineux dans tous les endroits de la République, garantir la transparence sur le financement des cultes, vous l'avez mentionné, renforcer la gouvernance et l'autonomie des associations cultuelles qui peuvent se retrouver en dérive. Le parlementaire de la majorité que je suis attend avec beaucoup d'impatience les orientations ou les arbitrages ou bien les clarifications de l'exécutif gouvernemental s'agissant d'éventuels travaux sur la loi de 1905. Il n'en demeure pas moins, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon discours préalable à notre échange, que la laïcité, si elle est une valeur absolument fondamentale, et je crois, tout comme vous, qu'elle peut avoir force constitutionnelle, n'est pas protégée contre un certain nombre d'attaques factuelles dans notre société. Ça a très bien été rappelé par le président Kessel dans les écoles, au travers d'autocensure du corps enseignant, dans certains quartiers populaires, et c'est ce que j'essayais de mettre en évidence dans mes propos, au sein même de l'Assemblée nationale, dans les travaux de production de la loi ou de contrôle de l'action du gouvernement. Et je crois qu'il est absolument fondamental, pour faire vivre et pour défendre la laïcité, d'en parler, d'en débattre. Et ça fait depuis combien d'années que l'Assemblée nationale ou le Parlement n'a pas eu un véritable débat sur la question de la laïcité. L'enjeu, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, si on essaierait de l'améliorer au coup par coup ou pas, mais c'est aussi remettre de la transparence sur ce qui se passe dans notre société, dans notre République, dans un pays qui se veut pleinement laïque. Et aujourd'hui, ce principe de laïcité, eh bien, il n'est pas respecté sur l'ensemble du territoire. Et donc moi, encore une fois, sans aucune exclusivité sur la possibilité de l'exécutif gouvernemental de nous appeler à légiférer ou à débattre tout du moins ou non sur la loi de 1905, je me réjouis plutôt du fait que la représentation nationale puisse s'emparer pleinement du sujet de la laïcité. Qu'on se trompe pas, l'enjeu, c'est pas de se dire, nous aussi, on a le droit d'en débattre et puis on va essayer de réinventer quelque chose parce qu'on est ce que certains qualifient de nouveau monde. C'est absolument pas ça. Par contre, je crois beaucoup que les fondements de notre société, ils doivent être réinterrogés. Pas simplement pour être dans une critique, dans une remise en cause, mais simplement pour que les masques tombent aussi sur ce qui se passe dans notre société et qu'on puisse avoir des échanges factuels et objectivés. Énormément d'acteurs dans la société y contribuent. La représentation nationale
paradoxalement, y prend rarement part, en considérant que c'est un fondamental immuable, et donc que nous n'avons pas besoin de réinterroger dans les débats parlementaires. Michel Zelig. Michel Zelig, président du cercle Jean Massé à Metz. Je n'ai pas l'habitude de cette salle. Président du cercle Jean Massé à Metz et membre du bureau de l'association Égale. On a évoqué la révision potentielle de la loi de 1905, on a évoqué les lois de bioéthique. Si vous permettez, je vais aborder rapidement une question peut-être un peu qui vous paraîtra plus marginale. J'ai été auditionné il y a quelques jours par votre collègue de la Gironde, Florent Boudier, qui anime au sein de votre groupe une réflexion sur l'islam et sur la possibilité d'organiser une formation des ministres du culte musulmans. Et il est venu à Metz, puisque je suis messin, puisqu'il existe à Metz, dans le cadre des régimes dérogatoires de Moselle et d'Alsace, il existe un département de théologie au sein de l'université publique. Mais ce département de théologie est né d'une convention entre la République française et le Vatican en 1974 qui précise bien que le centre de formation qui était ainsi créé avait pour but la formation d'enseignants catholiques. Or, depuis lors, le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2011, dite Somodia, a précisé que le droit local, tout ce qu'on appelle le droit local d'Alsace et de Moselle, ne peut plus évoluer que par un rapprochement avec le droit national français, qu'il ne peut plus y avoir d'augmentation de différence, ni d'augmentation des bénéficiaires. Et c'est pour ça que j'ai demandé à votre collègue Boudier, pourquoi, si vous voulez absolument faire une institution universitaire pour former des imams, pourquoi ne le faites-vous pas à Bordeaux ? Vous êtes girondin. Il me dit oui, mais ici à Metz, voilà. Donc, si l'on veut faire cela à Metz, cela implique certaines modifications. Or, dans le projet de réforme constitutionnelle, dont la discussion a été suspendue, eh bien, un amendement déposé par le gouvernement, dont on sait qu'il a été rédigé par le secrétaire général de l'Élysée en négociation avec certains élus alsaciens, prévoit expressément de pouvoir contourner la décision du Conseil constitutionnel et de modifier pratiquement sans obstacles les dispositions du droit local, même sans les rapprocher du droit général français. Je vous demande quelle est votre position sur cette question. Merci beaucoup pour être tout à fait sincère. Vous m'apprenez la réflexion menée par mon collègue Florent Boudier et son interrogation ou ses orientations sur la formation des ministres du culte. Alors, la réponse que je vais vous faire va certainement ne pas vous plaire ou nourrir une certaine frustration, mais il faut que j'échange avec lui sur la dynamique qu'il a entreprise et d'autant plus sur son éventuelle volonté d'implantation à Metz et non pas sur un autre endroit du territoire. Vous me l'apprenez. Je prends la connaissance avec plaisir. Je vous remercie. Nous n'allons prendre que deux questions, une devant moi et une à droite, une à ma gauche sur cette partie, pour ne pas être en retard sur notre avance, si j'ose dire. Donc, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, je suis Michel Fouillet, membre du Parti socialiste et également membre du conseil d'administration de l'association Égale, présidée par Françoise Laborde. D'abord, je voudrais remercier les deux présidents pour le tableau qui a été brossé sur la laïcité. Et ensuite, je voudrais poser deux questions. L'une sur le blasphème, l'autre sur la situation en Guyane. Monsieur le député, en fait, cette question pourrait être posée à tous les élus qui interviendront
mais vous êtes le premier et vous êtes le représentant du groupe parlementaire le plus important dans cette législature. Alors, le blasphème, certes, en France, nous l'avons aboli officiellement il y a à peine 2 ans, puisque en Alsace-Moselle, je parle sous le contrôle de Michel Selig, ça a été aboli il n'y a pas si longtemps que ça, et donc en France, il n'y a pas de problème. Par contre, en Europe, dans l'Union européenne, certains pays encore l'ont dans leur corpus législatif. Il n'est pas appliqué, certes, mais il existe toujours. Est-ce que les élus ici présents, et vous, monsieur le député en particulier, vous pourriez nous dire quelle est votre position là-dessus, et est-ce que vous pourriez influencer auprès de vos instances pour que, aux prochaines élections européennes, tous les partis politiques présentant des listes en Europe, en France et ailleurs, puissent inscrire qu'ils sont pour la suppression du blasphème en Europe. C'est ma première question. La deuxième, c'est la Guyane. Vous le savez probablement, en Guyane, depuis Charles X, il y a donc le clergé catholique est rémunéré. Actuellement, il est rémunéré à hauteur de un peu plus d'1 million d'euros par an par la collectivité locale. Il y a 2 ans, sous les députés de Guyane et également Françoise Laborde sont intervenus, ils ont présenté des propositions de loi pour supprimer cette rémunération, sachant qu'il était prévu que, premièrement, ce régime serait supprimé pour les nouveaux prêtres, que les prêtres actuellement en exercice continueraient à bénéficier de cette mesure, et que, surtout, l'évêque, à l'époque, était d'accord sur ce dispositif. Mais pour des raisons de politique politicienne, certes, ce n'était pas sous cette législature, les propositions de loi ne sont pas passées. Bon. Et n'ont pas passé le seuil même des commissions. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour que si une proposition de loi revenez en discussion, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on supprime ce dispositif propre au clergé catholique, au seul clergé catholique, dans le cadre de ce que j'ai dit, à savoir seuls les nouveaux prêtres ne seraient pas payés. Merci. Pour répondre très directement à votre deuxième question, oui, tout à fait. J'y serai favorable pour la suppression de dispositifs financiers. S'agissant de la première question, de la première interrogation, bien évidemment, je poursuis cette orientation sur le fait qu'il y a un alignement de nos partenaires et alliés européens sur la législation française. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette volonté, on n'a pas soldé le sujet. Il y a des souverainetés nationales qui demeurent, et dans un certain nombre de préalables posés avec d'éventuels partenaires en vue des élections européennes, si ça peut être un sujet d'échange et de structuration, ça ne peut pas être un fondamental d'exiger que dans le pays, il y ait, avant même de partir à l'aventure européenne, une suppression de la notion de blasphème. Donc, avec toutes les contraintes démocratiques attachées à chaque pays de l'Union, bien évidemment, c'est un sujet qu'on peut porter auprès d'elle. Merci. Monsieur Gérard Vigneault, je suis président de l'Institut d'éthique contemporaine. Monsieur Guillaume Chiche, j'ai bien entendu votre propos et je pense vraiment que j'entends que l'aboutissement de la réflexion d'En Marche n'est pas abouti. J'espère qu'elle va aboutir bientôt. Ce que je peux vous dire, c'est que les Français, si on regarde les derniers sondages, 63% des Français se réclament d'aucune religion. Hein.
et se répartissent à peu près par moitié entre les athées et les agnostiques, de ces 63%-là. Comment le gouvernement actuel, comment l'exécutif tient compte de cette morale actuelle qui se met en place, qui n'est pas celle de la morale des religions. C'est une éthique contemporaine et franchement, j'entends pas du tout dans l'exécutif rien pour soutenir ce grand mouvement actuel. Hein. J'entends un gouvernement, qui est présidé par le chanoine de Latran et aucunement les non-religieux n'ont aucunement la parole. Cette laïcité que vous défendez, elle est bien timide. Elle est résumée à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'une femme qui on ne doit pas refuser de serrer la main d'une femme, ou alors une femme a le droit d'aller au café. Franchement, si la laïcité pour vous, elle se résume à cela, vraiment je suis triste. La véhémence de certains de nos amis. Aucun sujet. Vous faites bien, monsieur le professeur. 63%, vous me dites, des Français ne se réclament d'aucune religion, agnostique ou athée. Mais moi, la manière dont j'ai de considérer la population française, ce n'est pas de les diviser entre ceux qui ne se réclament d'aucune religion et ceux qui se réclament d'un culte, quel qu'il soit par ailleurs. Ce n'est pas la lecture que je me fais de la société française, c'est pas la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons pour légiférer. Et l'exécutif gouvernemental, comme le président de la République, ne cherche pas à compartimenter, ni dans ses déclarations, ni dans ses actes, les Français en fonction de leurs croyances, quelles qu'elles soient. De la même manière, il n'y a pas et il n'y aura jamais, je l'espère, et j'en ai l'absolue certitude, au sein de l'exécutif gouvernemental, des personnes incarnant ou portant une parole de religieux et d'autres de non-religieux. On n'est pas dans un exercice de représentation de telle ou telle partie de la population. On s'adresse à un commun. On s'adresse à une communauté nationale et on s'exprime en tant que tel. Alors, toutes mes excuses si vous avez trouvé que mes positions sur la laïcité étaient timides et se résumaient à une phrase du candidat Emmanuel Macron s'agissant de la place des femmes, à deux phrases s'agissant de la place des femmes dans l'espace public. Vous savez, dans un temps imparti, qui est d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, j'ai essayé d'être le plus sincère possible sur ce qu'était la République en marche vis-à-vis de la laïcité. Et j'aurais bien aimé pouvoir vous délivrer ma conception de la laïcité. Je ne suis pas absolument persuadé d'avoir été invité pour ça. J'aurais évidemment plaisir à l'approfondir. J'ai surtout voulu, quand je vous parle de sincérité, mettre en évidence une chose, c'est que il n'y a pas un ensemble homogène, travaillé, abouti et fini au sein de cette formation politique. Est-ce que c'est un écueil ou c'est un handicap ? Oui, à certains titres, très sincèrement. Est-ce que ça nous appelle à plus de travail ? Oui, complètement. Est-ce qu'il doit être entrepris de manière rapide ? J'en ai l'absolue certitude. Et je vais vous faire une confidence. Je pense qu'après 18 mois d'exercice de mandat, il est anormal que ma formation politique ne se soit pas encore saisie de manière beaucoup plus avancée de plusieurs thématiques, mais surtout du sujet de la laïcité. Au demeurant, il ne faut se fixer aucun objectif en termes d'arrêt d'une ligne ou d'arrêt d'une position sur la laïcité. C'est quelque chose qui s'entretient tout le temps. Moi, je vais juste reprendre
les propos du précédent intervenant. Vous avez dit que vous étiez membre du Parti socialiste. Moi, je l'ai été également pendant plus d'une dizaine d'années. Et une des raisons qui m'a amené à le quitter, c'est parce que il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels on n'était pas tous d'accord, qu'il fallait travailler au fond. Mais assez rapidement, on nous opposait cette exigence du patriotisme d'organisation. Vous savez, dès qu'on commence à évoquer un sujet sensible ou qui peut susciter des divisions, eh bien surtout, on ne l'aborde pas. Parce qu'on considère que ça pourrait venir fracturer un dénominateur commun. Vous avez des congrès qui sont censés trancher des orientations politiques qui n'appellent jamais au fondement idéologique du propre parti auquel vous appartenez, parce qu'encore une fois, au nom du patriotisme d'orga, au nom du patriotisme d'organisation, il ne faut pas fragiliser la structure. Au fil du temps, et j'y ai pas passé énormément de temps, ou à mesure de mon âge, une dizaine d'années, je me suis aperçu qu'on était en désaccord sur beaucoup de sujets essentiels. La laïcité en faisait partie. La question européenne et internationaliste en faisait partie. La question du cosmopolitisme et du communautarisme en faisait partie. Et les seuls échanges, les seuls débats, les seuls travaux, en fait, se menaient par voie de presse interposée et jamais au sein du parti politique. C'est la raison aussi pour laquelle je l'ai quitté. Et jamais dans quelque organisation ou quelque formation politique que je serais amené à rejoindre, aujourd'hui La République En Marche, j'aurais la prétention de dire qu'il faut créer une doctrine figée sur des sujets de société. Et donc, ma réponse ne vous plaît peut-être pas, mais je crois qu'il peut être dangereux de se dire qu'un sujet est complètement arrêté, parce qu'à partir du moment où on commence à arrêter de le travailler, de l'interroger et de l'enrichir, encore une fois, je pense qu'il s'érode. Et c'est ce qui est le plus dangereux pour notre société, y compris s'agissant de la laïcité.